Bonjour à vous toutes et vous tous qui nous rejoignez aujourd'hui. Je suis Sébastien et bienvenue sur le journal du Nouveau Monde TV. Avant de commencer l'émission, je voudrais faire un petit coucou à mes enfants. Tant qu'à faire, je peux le faire, donc j'en profite. Un gros bisou à Nathan, Emma et Alexandre. Je vous aime de tout mon cœur. Voilà. Et ça perturbe en fait de faire ça et puis de reprendre sur l'émission. Bisous, mes amoureux. Mon invité du jour est kinésiologue. Il se sert de la kinésiologie intégrative. Il est auteur du livre Un autre regard sur soi. Jocelyn Huet, bonjour, comment vas-tu? Bonjour Sébastien, ça va bien. Merci, Ouais, merci pour ton invitation. Et puis je suis de ravi rien. d'être là présent sur ta chaîne, tous les deux présents dans le sud de la France. En plus, on est voisins, donc on Exact, doit c'est vrai. entendre les cigales dans le fond des micros. Oui, Mais ravi d'être là, ouais, vraiment. Merci. bah, de rien. Ça me fait très plaisir de t'inviter aujourd'hui. Euh, on va rentrer dans le vif du sujet directement parce que j'ai beaucoup de questions, beaucoup d'interrogations. Donc déjà, bon, avant vraiment d'aller au fond des choses, est-ce que déjà tu pourrais nous dire comment tu en es venu à la spiritualité? Quel est ton parcours? Oula. Alors, comment j'en suis venu à la spiritualité? Ça, c'est une grande question. Ouais, grosse question, ouais. Ouais, c'est une grosse question parce que, en fait, qu'est-ce qu'on met derrière la spiritualité? Ouais, Je sais. Je saurais pas trop comment dire. Je pense que... Alors, je m'attendais pas vraiment à cette question, en fait. Donc, je pense que la notion de spiritualité, elle est arrivée dans ces termes-là lors de mon premier voyage en Inde. Donc, je vais avoir autour de 20 ans. Et ok, je suis parti en Inde, donc en voyage pendant quelques mois. Ça faisait un bon moment que j'avais envie de découvrir l'Inde. Alors, sans vraiment savoir pourquoi, d'ailleurs, parce que depuis que j'étais préadolescent, je savais que j'irais en Inde. Et bref, donc autour de 20 ans, l'occasion s'est présentée, donc je suis allé en Inde, et là-bas, on va dire que tout ce qui est spirituel, c'est forcément quelque chose qui est très visible, parce qu'il y a des statues, des divinités, il y a des temples, il y a des cérémonies régulièrement, il y a voilà, sur les visages des gens, en fait, on pourrait dire, pas du maquillage, mais des ornements qui font référence à certaines divinités, tu vois, Shiva par exemple, d'accord. Krishna, etc., etc. Donc la spiritualité là-bas, elle est vraiment présente. Donc forcément, avec autant de signes extérieurs, on peut se dire que là, on est un peu dans une sorte de berceau de la spiritualité. Et puis c'est lors de ce voyage en Inde, forcément, que j'ai découvert en quelque part le yoga et puis que j'ai pratiqué la méditation associée à la pratique du yoga. Donc là, on peut dire que c'est comme ça que j'ai découvert la spiritualité à part entière. Et puis ensuite, petit à petit, quand je suis rentré de France, j'ai continué à pratiquer le yoga, la méditation, forcément, parce que c'est quelque chose qui, franchement, fait du bien, parce que ça apporte une forme de calme intérieur et puis une sorte de clarté d'esprit aussi. On a des idées qui sont plus claires. Donc, D'accord, ça nous amène à avoir envie de nourrir un processus qui fait du bien, d'une certaine manière, parce qu'avoir du discernement, une clarté d'esprit, c'est quand même tout à fait agréable. Et c'est vrai. puis, en rentrant de voyage, j'ai un de mes amis qui m'a fait découvrir un livre qui est Le pouvoir du moment présent de Eckhart Tolle, ou Eckhart Oui, Tolle, hein, je sais pas, j'ai entendu les deux ouais. versions. C'est vrai qu'il n'y a pas d'accent sur le E, donc on va dire Non, Eckhart Tolle. oui, c'est Le ça. pouvoir du moment présent, et ce bouquin m'a énormément parlé, quoi, parce que ça parlait de plein de choses qui sont encore plus d'actualité aujourd'hui, qu'on parle beaucoup de la spiritualité, ça parlait donc des pensées, en fait, de se désidentifier des pensées, de se désidentifier de l'ego, de se désidentifier des schémas comportementaux, etc., etc. Donc voilà, D'accord. on peut dire que ça a été un élément un peu marquant de ce qui aurait pu mettre en évidence en fait la spiritualité dans ma vie. Mais je pense que c'est quelque chose qui, chez tout le monde, est présent tout le temps, parce que comme disait Teilhard de Chardin, on est des êtres spirituels qui vivent une expérience humaine et non le Oui, contraire, quoi. Donc exact, on, c'est tout on à est fait tous ça. spirituels et puis tout est spirituel. Mais je crois que ce voyage en Inde a été vraiment un tournant dans ma vie, quoi, sur plein plein de D'accord. points, Ok, d'accord. pour faire simple. D'accord. Alors, tu es l'auteur du livre Un autre regard sur soi, que j'ai là. Je te remercie pour le livre d'ailleurs. Avec Est-ce, plaisir. est-ce que tu pourrais dire aux personnes qui écoutent comment ça t'est venu l'envie de faire ce livre?
Ouais, alors ça s'est produit en deux étapes. Je dirais que j'ai passé 3 ans, 3 ans en Asie. J'ai vécu 3 ans Ok, en Asie. Ça a été d'accord. un départ de France où je me suis dit, bon, ben, je reviendrai jamais en France parce que j'ai envie de redémarrer une vie ailleurs. Ok, Ça, c'est pareil, c'était un truc de gamin, quoi. Tu vois, il y a vraiment des choses qu'on ne sait pas trop expliquer et il y a un moment, en fait, ça se concrétise dans la forme. Et alors que j'étais en train de suivre des cours de boxe thaïlandaise en Thaïlande, parce que je suis fan d'arts martiaux depuis que je suis gamin, quoi. Donc je pratique d'accord. les arts martiaux, surtout les arts martiaux chinois. Mais en Thaïlande, je me suis fait un plaisir à pratiquer la boxe thaï. Et en fait, il se trouve qu'il y avait une personne qui partageait une chambre à côté de la mienne, dans une sorte de motel guest house, là, et que je croisais jamais. Et lorsque je l'ai croisé un jour, je lui ai demandé bah, comment il occupait ses journées. Et puis il m'a dit, je suis en train d'écrire un livre. Et là, je me suis dit, waouh, putain, c'est une super idée. Et donc là, c'est comme si ça avait planté la graine. Je me suis dit, tiens, moi, j'écrirais bien un livre sur ces expériences que je suis en train de vivre en ce moment, parce qu'il y a des choses intéressantes à mettre en mots, de par le fait que je vis une expérience qui m'a amené hors de ma zone de confort, c'est-à-dire hors de ce que je vivais habituellement. Et c'est intéressant de voir comment ça fait appel à des nouvelles ressources. Donc ça, D'accord. c'est le moment de la graine, c'était il y a plusieurs années. Et puis, c'est en 2023, je crois, il y a une personne qui me dit, écoute, Jocelyn, tu devrais écrire un bouquin sur ta pratique, parce que c'est quand même assez génial. Et c'est vrai que la kinésiologie, c'est un outil qui est vraiment génial, quoi. Mais je me suis dit que j'allais pas écrire un livre sur la kinésiologie elle-même, parce qu'il y en a plein qui ont été écrits, et je vois pas, en fait, l'idée d'écrire un livre sur la kinésiologie, étant donné tout ce Oui, qui a été écrit dessus. Donc je me suis dit, je vais plutôt écrire sur tout ce qui est mis en avant lorsque on fait un travail sur soi, en fait, parce que la kinésiologie permet de faire un travail de développement personnel ou de dépouillement personnel, en quelque part. Parce que d'accord. l'idée, c'est vraiment d'aller voir, en fait, tout ce qui influence notre perception de la réalité, et pour nous maintenir, en fait, dans une forme d'étroitesse d'esprit d'une certaine manière, ce qui va être, ce qui va faire office de comment dire, de mémoire limitante d'une certaine manière. Donc voilà, le livre est né comme ça, D'accord. une proposition d'écrire sur la kinésiologie et puis une envie de ma part de plutôt montrer ce que ça peut dévoiler. D'accord. Donc ça met en avant un peu l'intelligence du corps, puis toute la notion d'inconscient, qui est une notion qui me passionne juste je sais pas, Énormément. de façon démesurée même des fois, parce que je t'assure, ça D'accord. m'amène vraiment dans des réflexions assez incroyables, quoi. Bah, c'est bien d'aller chercher au profond de soi ben, des réflexions ben, pour justement évoluer et comprendre encore mieux ben, la vie, on va dire. Ah bah ouais, là tu prêches un converti, comme on dit, hein. C'est sûr. Euh, dans ton livre, on va parler quand même du livre. Bon, tu racontes un peu ton histoire. Tu rencontres Ama à un moment donné. Mm. Tu parles, et dans le livre, tu parles à un moment donné, alors peut-être je m'exprime mal ou je l'ai mal peut-être compris, mais tu parles de croyances cloisonnantes et qu'à un moment donné, ça se décloisonne en toi, si je ne me trompe pas. Est-ce que tu peux dire comment ça se manifeste et le ressenti que tu as eu à ce moment-là? Je sais pas Alors, si... les croyances cloisonnantes en relation avec Amar, alors je vois pas exactement. En fait, je pense que si ce contexte-là, c'est vraiment avec Amar, ce à quoi je faisais référence, c'était en fait, dans l'expérience que j'ai vécue avec Ama, il y a un truc qui était quand même assez dingue. Même si on a passé avec un ami 3 jours au Zénith de Toulon où Ama enfin propose des rencontres avec des cérémonies, des pujas, etc. Tous les ans au mois de novembre au Zénith de Toulon. Donc, je pense qu'elle le D'accord, fait. Elle propose aussi une date à Paris, à mon avis. Et puis, elle fait le tour de la planète comme ça. Enfin, elle parcourt en tout cas plein de pays pour prendre les gens dans ses bras. Et lors de ces hugs ben, il se passe des choses qui sont vraiment spécifiques à chacune des personnes, quoi. Et dans mon expérience, ce qui s'est passé, c'est que je suis rentré en contact avec ma mère. J'ai reçu un message de ma mère qui était d'accord, décédée plusieurs années auparavant. Et là où je pense que
tu pointes du doigt la dimension du mental qui patauge un peu C'est dans la ça. semoule à ce moment-là. C'est que, en fait, quand je suis passé dans les bras d'Ama et que j'ai entendu la voix de ma mère et les mots de ma mère, c'est ça qui est dingue, en fait. Pour le mental, c'est assez incroyable parce que, en fait, c'est-à-dire qu'il y a une expérience qui est vécue, mais le mental, lorsqu'il regarde l'expérience, sa dimension physique, en fait, il s'aperçoit qu'il y a une sorte d'incohérence. C'est-à-dire quand tu es dans les bras d'Ama, tu vois une femme indienne qui Oui, ne ressemble pas du tout à ma mère entre nous, qui en plus de ça est dans un état où quand tu regardes dans ses yeux, c'est comme si elle était habitée d'aucune personnalité à ce moment-là. Ça aussi, c'est quelque chose d'assez ouais, troublant. ouais, c'est étrange. C'est ce qu'on pourrait appeler une forme de canal, quoi. Elle est vraiment channel à ce moment-là. Donc elle D'accord. se fait adombrer d'une certaine manière, c'est-à-dire qu'il y a une énergie qui vient l'incorporer d'une certaine manière. Et là, c'était ma mère. Donc, quand la cellule, quand biologiquement, c'est-à-dire quelque chose d'instantané, qui ne passe pas par le processus du mental, qui lui a besoin d'un peu de temps, c'est-à-dire il y a une perception, et le mental a besoin de faire des liens, en fait, de telle Oui, manière à pouvoir dire, OK, je comprends ce que je vis. Là, il y a une forme de reconnaissance biologique, tu vois, de mes cellules, ouais, de la cellule souche, c'est-à-dire celle de ma mère. Puis il y a le mental qui dit, mais attends, c'est pas possible, quoi, parce que comment peux-tu avoir entendu ta mère alors que tu es dans les bras d'une femme qui n'est pas ta mère et qui, enfin, tu vois, ouais, ouais. c'est là qu'il y a une forme de latence et c'était intéressant à expérimenter d'une certaine manière parce que tu vois vraiment que le corps il vibre. Quand j'ai entendu cette phrase, il y a tout le corps qui est en émoi d'une certaine manière, qui reconnaît vraiment la cellule souche, comme je l'aime à dire. Puis il y a le D'accord. mental qui dit, attends, c'est possible, c'est pas possible, c'est possible, c'est pas possible. Et en fait, assez rapidement, en fait, il tourne en rond et puis il ne peut que se fier à l'évidence de la biologie qui a reconnu que c'était bel et bien un message de ma mère, quoi. D'accord. Ouais, Donc là, on voit bien effectivement, pas forcément les croyances cloisonnantes, on voit juste un mental qui patauge parce qu'il n'arrive pas à faire de lien dans ce qui pour lui est cohérent. oui, Tu vois ce que je veux dire? oui, oui, Parce bien, bien qu'après, les sûr. croyances cloisonnantes, effectivement, dans le livre, je l'aborde sur plein de plans, quoi, hein. Ça va être abordé sous forme de sabotage, sous forme voilà, de plein de trucs, quoi. Bah La oui, plupart du temps, on se croit pas capable de faire des choses, on a l'impression qu'on mérite pas, etc., etc. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. bien sûr, Mais ok. dans l'univers d'Ama, c'était vraiment ça, en fait. Et ce que je trouvais intéressant, c'était de mettre en exergue, en fait, en quelque part, ces deux capacités, ou ces deux types d'intelligence parmi tant d'autres qui nous habitent, c'est-à-dire cette réalité biologique qui instantanément va reconnaître quelque chose, Oui, et puis le mental qui dit, attends, c'est vrai, c'est pas vrai, c'est vrai, c'est pas vrai. Je trouve ça intéressant parce que dans le domaine intuitif, tu vois, parce que bon, j'en parle très brièvement à la fin de l'intuition, parce que c'est pareil, il y a eu plein de bouquins écrits dessus. Mais dans cette instantanéité, il y a comme quelque chose qui est intuitif, c'est-à-dire qui dépasse le mental et qui reconnaît l'information. Et puis on voit d'accord. que le mental, il arrive quelques temps après, tu vois, genre à la rame, et il dit, ah, attends, c'est vrai, c'est pas vrai, c'est vrai, c'est pas. Est-ce que je peux valider ou est-ce que je peux ne pas valider? D'accord, ouais. Et c'était intéressant en fait de mettre ça en exergue, je trouvais, parce D'accord. que dans cette expérience-là, c'était waouh, c'était juste énorme. C'était comme si j'avais un tableau blanc et un tableau noir, quoi. Je- Ouais. C'était très distinct. Oui, le mental a besoin d'être rationnel quand même. Ouais, c'est sa fonction première, hein, d'être Oui. rationnel. Donc on peut pas lui en vouloir. Non. Non. Vraiment pas. Mais voilà, cette expérience a mis vraiment ça en exergue de façon très très forte. Et en même temps, c'est là qu'on voit bien que dans ce que je nomme cette prise de conscience ou cette reconnaissance biologique, ça a été bien plus fort, quoi, tu vois. Parce qu'il y a un truc qui dit, ouais, mais le mental a beau être en train de faire ses petits calculs, tu vois, pour faire des liens, Ouais. il y a quand même tout le reste de la structure qui a bel et bien reconnu que c'était la mer, quoi. Ça doit être Donc fou quand c'est, même. Ça doit être oui. fou quand même de faire un hug à une personne que tu ne connais pas et que ça te provoque autant d'émotions en fait en toi, quoi, quand même. Ah, ouais. C'est un truc Enfin, je sais pas, ça doit être très, très, très fort, je pense. Ouais. Oui, oui, c'est très, très fort, hein, parce que, Tu... bah oui, c'est très fort, parce qu'il y a eu cette reconnaissance biologique, et puis il y avait le Ouais. mental. Mais je t'assure que, parce qu'en fait, quand on passe dans les bras d'Ama, ça dure pas très longtemps. Mais c'est vrai, la Ouais. notion du temps, j'en sais rien. Mais c'est sûr que ça dure pas longtemps. Ça doit durer
je sais pas, peut-être 30 secondes, oups, 30 secondes ou peut-être peut-être un Ouais, petit peu moins. Mais en fait, il y a une intensité là-dedans. Et ce qui fait que quand on quitte les bras d'Ama, ben, on est encore. Enfin, moi, j'étais un peu sonné, quoi, tu vois, ouais, parce que le mental, c'est quand même un outil dont on a besoin pour rationaliser une expérience. oui, bien Comme sûr. il était un peu en train de patauger dans la choucroute, puis même d'un point de vue émotionnel, il y a quelque chose qui est hyper fort, quoi. Tu vois, Ouais, non, quand ouais, mais c'est ta ça. mère est décédée, je sais pas, peut-être 10 ans auparavant, et puis là, tu entres en contact avec elle, waouh. Ouais, oui, C'est sûr que ça met un temps à se poser. Et donc, moi, je ouais, pense que pendant plusieurs heures, j'ai été un peu entre deux. Et puis après, il faut replacer les choses dans leur contexte, hein. C'était quand même au Zénith avec, il y avait 3000. Alors, dans le livre, je mets 3000, mais je ne sais pas, hein, peut-être plus, quoi. Il y avait énormément de monde dans ce Zénith. Et donc, il y a une aura aussi ouais, bah ouais, particulière parce que les gens viennent dans une sorte de recueillement. Il y a vraiment, je sais pas, quelque chose d'hyper puissant, quoi. Donc ça, plus ça, c'est vrai que de cette expérience-là, ça m'a pris quand même quelques jours pour redescendre et l'intégrer, quoi. ouais. Mais Parce que c'est quand même costaud. quand tu fais le câlin, tu dois te sentir seul à un moment donné. Enfin, seul, dans le sens où tu as l'impression qu'il n'y a plus personne autour de toi. Ben, c'est ce qui s'est passé, ouais. C'est ce qui s'est passé, ouais. Il y a comme le temps qui s'arrête et le temps qui n'existe plus, d'une certaine manière. D'accord. C'est comme si tu te retrouvais seul avec l'intensité de l'émotion ressentie, parce que les mots sont juste des vecteurs, en fait, mais Oui. c'est une émotion qui est assez incroyable, en fait, à ressentir. Ouais, Ça se passe vraiment au niveau du... En tout cas, pour moi, ça s'est passé vraiment au niveau du cœur. J'ai- je sais pas, c'est comme si... je sais pas, c'est comme s'il y avait une sorte d'ouverture et donc une énergie qui se propage, qui s'expanse. d'accord. Ouais. Je sais pas. Ouais, Les mais mots sont assez difficiles c'est ce que j'allais te dire. à utiliser pour décrire ce genre d'expérience. Mais je crois que c'est assez juste de dire que le temps et l'espace n'existent plus. C'est-à-dire qu'il y a un moment, tu n'es plus dans le zénith, t'es pas en face d'amas, tu baignes juste dans une émotion qui est d'une intensité assez incroyable, quoi. D'accord. Et du coup, bah, tu t'y sens bien dans cette émotion. Ouais. Ça, c'est sûr, hein. Ça donne envie de vivre cette expérience un peu, je t'avoue quand même. De ressentir ça. Ça va être pas mal. Ouais, Ça doit être super à vivre. ouais, c'est assez fou. C'est assez fou. C'est assez fou. Ouais. Ah, à un moment donné, un peu plus loin dans le livre, tu fais un voyage au Pérou. Ouais. Ah, tu m'entends? Oui, ouais, Ouais. ouais. Tu fais un voyage au Pérou et tu dis une phrase alors, qui m'a interpellé. Tu dis, il n'y a pas de réponse parce qu'il n'y a pas de question. Est-ce que Ouais. tu peux nous dire un petit peu enfin, à quoi ça correspond? Parce que ça m'a interpellé. Ben oui, je comprends que ça t'a interpellé parce que moi, d'une certaine manière, de manière assez générale, ça pourrait m'interpeller, quoi, parce que je suis quand même quelqu'un qui aime bien comprendre les choses, même si des fois je me fais Oui, des nœuds, parce que en fait, je pense qu'il y a plein de compréhensions qui relèvent pas uniquement du niveau mental, hein. C'est ce que nous disait un petit peu l'expérience juste avant. Il y a aussi une forme d'intelligence biologique, donc il peut y avoir des compréhensions biologiques. Mais dans cette expérience-là, c'était une expérience au Pérou, donc vécue lors d'une cérémonie avec un chaman, avec les plantes sacrées utilisées lors des cérémonies chamaniques en Amérique du Sud, notamment au Pérou. Donc c'était une bonne vingtaine d'années, ça. Euh, En fait, à un moment, lors de la cérémonie, il y a eu cette évidence qui est venue. Tu vois, c'est encore une évidence qui est mise en mots, en fait. C'est-à-dire que, en fait, je me suis dit pendant cette cérémonie, moi qui aime bien comprendre, je me suis dit, je vais faire cette cérémonie et ça va me permettre justement d'avoir accès à des compréhensions, à avoir des réponses sur des questions que je me pose. oui, Et en fait, là, cette cérémonie, le message, ça a été, bah, tu vois, Jocelyn, il n'y a pas de réponse parce qu'il n'y a pas de question. C'est-à-dire, on pourrait le traduire par justement en revenant dans l'univers des cartes Toll, qui parle beaucoup d'être dans le moment présent, donc ici, oui, maintenant. Et c'est vrai que potentiellement,
que quand on est dans l'ici maintenant, il n'y a pas de questions, parce que les questions, elles sont relatives au mental, qui est toujours en train de se poser des questions sur les choses qui vont venir ou sur les choses qui sont passées. Donc il veut soit anticiper, soit résumer quelque chose pour donner du sens d'une certaine manière. Tout à fait, ouais. C'est vrai. Et là, il y avait quelque chose qui, je pense, m'a permis de vivre une expérience qu'on pourrait euh, faire corroborer avec les propos de Eckhart Tolle, qui est juste être dans l'ici et maintenant. Et quand on est dans l'ici et maintenant, effectivement, il y a pas de réponse parce qu'il n'y a pas de question. Et étant donné qu'il n'y a pas de question, qu'il n'y a pas de réponse, il y a juste le fait de... Ça nous amène dans un état, en quelque part, de contemplation et de D'accord. ressenti, de reliance avec les choses qui nous entourent. Donc D'accord. j'en parle un peu dans le livre, c'est vrai que les arbres, Oui. les roches, les nuages, parce que c'était une nuit avec un temps un peu pourri, quoi. La petite plante, les herbes, enfin tout ce qui m'entourait, je sentais que j'étais absolument en lien avec. Tu vois, D'accord. donc c'est comme si quand je respirais, par exemple, c'est comme si quand je respirais, par exemple, c'était en quelque part en osmose, en connivence avec tout cet extérieur, comme si chacun nourrissait l'autre, comme si chacun était un peu, en quelque sorte, en interdépendance, quoi. Tu vois? D'accord. Ouais, ouais, je vois. Donc c'est vrai que toutes les questions auxquelles je pensais avoir des réponses, il y a un moment, ben, elles n'ont plus lieu d'être. Et je dirais même mieux, enfin, non, là, je pense que j'en rajoute un peu, mais vu qu'elles n'ont plus lieu d'être, je ne sais même pas si j'aurais pu les solliciter à nouveau. Parce que D'accord. vraiment, quand on est dans ce moment de moment présent, en fait, on est dans un ressenti qui est juste d'une intensité assez incroyable, quoi. Et du coup, ça nous amène à voir les choses différemment. Parce qu'on se pose plus, vu qu'on se pose plus de questions, eh bien, on peut être pleinement dans le moment présent et du coup avoir des ressentis et percevoir les choses de notre quotidien qui sont D'accord. Bien plus fort, on va dire. ben oui, complètement intense. C'est-à-dire qu'un brin d'herbe, tu le vois plus comme tu le voyais avant. Tu vois, Ah, un nuage, tu le vois plus comme tu le voyais avant. Toi, tu le vois plus comme tu le voyais avant. d'accord. Tu ressens les battements de ton cœur, tu ressens ta respiration. Je sais pas, c'est une perception de la réalité qui est d'une intensité juste décuplée et démesurée, quoi. Et ça t'a pas fait peur quand même de te Et dire, ben, non, il y a plein de moments où c'était, ben, ça a toujours été agréable en fait. Mais c'est juste que, étant donné que tu es dans un ressenti intense avec l'extérieur et l'intérieur, oui, ce que j'ai pu constater pendant cette expérience, c'est que il y avait, en prononçant des mots en lien avec la gratitude, donc je disais merci dans toutes les langues que je connaissais. d'accord. Et en fait, au fur et à mesure où je disais merci, j'avais l'impression vraiment il y avait une sorte d'amplification vibratoire, enfin, je sais pas, que j'étais en train de me dilater. Alors, je sais que ça peut sembler perché hein, comme truc, hein, Non, mais- il y a pas d'autre mot pour le dire. Je pense qu'on peut vraiment parler de dilatation, parce que de toute façon, le champ énergétique, notre biochamp, on peut le voir quand on reçoit une bonne nouvelle ou quand on est dans un environnement naturel qui est, on va dire, plein de bonnes énergies. oui, Eh ben, ce champ-là, il se dilate. Eh ben, ça, c'était dans le ressenti. J'avais l'impression que mon corps physique était vraiment en train de se dilater. Donc, j'étais pas en train de gagner en épaisseur, mais je me non, dilatais vraiment. Et à force de dire merci et de sentir cette dilatation-là, il y a mon mental, à un moment, qui est venu se poser la question, est-ce que mon corps physique ne va pas se désintégrer à d'accord. force que ça se dilate, tu vois? Ouais, Il y a un moment, tu te dis, attends, ok, est-ce que je vais pas exploser ou me désintégrer? Et là, vu que le mental est venu poser cette question, c'est là que j'ai pu voir qu'il était en train de regagner le terrain et petit à petit, l'expérience a commencé ouais, à décroître, ouais, tu c'est vois. vrai. Mais cette expérience d'intensité, elle est difficile à mettre en mots. Mais maintenant, en fait, par la suite, je me suis formé à plein de pratiques parce que je voulais comprendre un peu le processus, donc la kinésiologie, la bioénergie, puis plein d'autres choses. Et c'est vrai que, en fait, quand j'ai entendu parler d'aura, Oui, ben, en fait, je l'avais expérimenté auparavant. Et c'est intéressant d'accord. parce que en fait, j'ai vraiment l'impression d'être quelqu'un qui a expérimenté des choses. Et puis c'est après qu'on est venu me fournir en fait la théorie. Et Ouais, ouais, ça m'a aidé en quelque part à structurer un peu mes expériences et mes d'accord. ressentis. Ok. Et ça m'a aidé un peu
à passer par le phénomène de la traduction, donc par le verbe pour en parler, quoi, même si Oui. ça reste toujours C'est assez difficile, restreint, quoi. ouais, c'est difficile des fois de mettre des mots sur des choses qu'on a vécues ou des émotions. Il y a des fois où les mots, ils suffisent pas. Ouais, ça, c'est clair. Dans ces expériences-là, les mots, ils s'y suffisent pas, quoi, hein. Ouais. J'ai entendu euh, dans- euh, Geneviève Delpech, je sais pas si tu vois qui c'est. Euh, Oui, c'est et si, une c'est médium. une voyante ou médium Ouais. voyante, Et ouais. à un moment donné, elle a fait une expérience qu'elle nomme une expérience du tout. Ça me fait penser à ce que tu viens de raconter, où en fait, elle ne faisait qu'un avec ben, le brin d'herbe, avec la fourmi. Et elle se sentait, voilà, comme tu dis, un peu en osmose avec tout. Voilà. Elle se sentait en osmose avec tout. Et donc, enfin, ça me fait penser à la même histoire, en fait, ce que tu me racontes. Vraiment, que, comme si tu étais en lien avec ben, toute énergie vivante qui t'entoure, quoi, finalement. Ouais. Mais je pense qu'on parle tous de la même chose, hein, parce que ces expériences-là, ce que j'ai vécu, c'est pas du tout un cas unique, hein, mais c'est pas une expérience de mort imminente, parce que dans les expériences de mort imminente, il y a souvent, ouais, il y a plein de points communs dans ces expériences-là qui parlent d'un tunnel, qui parlent Oui, de bilocation, d'ubiquité, tu vois. Moi, ça n'a pas été de cet ordre-là, hein. d'accord. C'est- C'était différent, c'était un autre état, mais vraiment un état où là, tu peux pas te demander si tu es en lien avec l'environnement, parce que tu l'expérimentes pleinement. Tu vois? D'accord. Et étant donné que tu es en train de Ouais. l'expérimenter, tu ne te poses pas la question, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai, tu vois? C'est là où le mental est un peu bypassé. C'est pour ça que je dis que l'information que j'ai eue, vraiment, c'était, il n'y a pas de question parce qu'il n'y a pas de réponse, en fait. Et de là, on pourrait mettre 3 points de suspension et on pourrait passer une vie entière finalement, à méditer ça, quoi. D'accord. Ouais, ben, Parce que s'il y a pas de réponse parce qu'il n'y a pas de question, alors si on trouve des réponses, c'est parce qu'on pose des questions. Donc, est-ce que c'est pas la question qui fait exister la réponse? ah oui, Et tu d'accord. vois, ça nous amène à prendre conscience du fait que le mental, eh ben, c'est peut-être lui finalement, tu vois, qui contribue à matérialiser notre réalité et qui contribue d'une certaine manière à attirer des expériences à nous. Et là, Oui, petit à petit, on rentre en fait dans cette notion de tout ce qui se meut dans l'inconscient et qui peut attirer à nous des expériences d'une certaine acabit, quoi. Pourquoi moi je vis d'accord. ça et quelqu'un d'autre ne vit pas ça? Ben, parce que dans notre inconscient, il y a peut-être des questions pour lesquelles la réponse n'a pas été trouvée, tu vois, d'une certaine Oui, manière. Ça peut bien nous sûr. amener loin comme raisonnement, hein. Ah oui, oui, complètement, on est d'accord. C'est clair que ça peut aller loin. Ah, très loin. À un moment, un autre moment un peu plus loin dans ton livre, c'est pareil, hein, c'est encore une fois, c'est des questions que je me pose, parce qu'en lisant ça, ça m'a interpellé, mais tu pars de l'évidence du oui. Voilà. Et tu dis, voilà, mes possessions me possédaient. Voilà, ça, c'est comme la question précédente un peu, mais qu'est-ce que ça veut dire, tes possessions te possédaient? Bah, il faut les replacer dans le contexte parce que, en fait, j'en parle. Bon, l'évidence du oui, on peut dire que on revient un peu sur, on revient un peu sur l'expérience avec Ama. C'est-à-dire qu'en fait, lorsque j'ai reçu le message de ma mère, il y a le mental qui patauge et qui se dit oui, non, je la valide pas. Mais en fait, l'évidence du oui, on voit que c'est pas mental en fait. Il y a quelque chose qui est biologique dans la reconnaissance. C'est pour ça que je faisais un petit peu le clin d'œil avec l'intuition. En fait, l'intuition, c'est Oui, quelque chose qui des fois défie les lois du mental. Et tu vois, parce que le mental, il aime bien avoir raison. Et bon, c'est sa fonction. Et en même temps, il se base par rapport à une base de données de notre expérience. Donc, valider une nouvelle information, pour lui, c'est quand même un challenge, quoi, tu vois. Et oui, l'intuition, bah, parfois, elle nous amène à voir les choses différemment, tu vois. bah oui, bien Donc, sûr. l'évidence du oui, ça vient un petit peu de cet espace-là. Après, quand je disais, ce sont Mes possessions qui me mes possédaient. possessions qui me possédaient, ouais. Ça, c'était avant de partir en Asie. Donc, il y a un moment, je me suis dit, OK, je vais écouter cette petite voix intérieure qui en ce moment est plus que forte. En fait, c'est justement une évidence. Il y a un truc qui fait que ça va, techniquement parlant, ça va pas être possible de ne pas l'écouter tellement c'est fort, en fait. Tu vois, Ok, ouais, il y a des fois, il y a des élans où tu te dis, bon, c'est impossible de lutter contre. Tu vois, il y a même, du coup, le mental qui s'aligne et qui est en train de dire, OK, je vais pouvoir m'organiser de telle ou telle manière, mais c'est sûr que ce pas, je vais le franchir.
Et donc, comme il était question, en quelque part, de mettre ma vie en France en pause pour partir en Asie et recommencer quelque chose, Oui, eh bien, en fait, forcément, je me suis séparé de mes quelques affaires. Donc, j'avais déjà pas grand-chose, mais j'avais un home studio non négligeable parce que je suis un passionné du son. Et il y a un moment, j'ai passé de nombreuses années quand même à faire pas mal de musique assistée par ordinateur, des prises de son. Et puis, voilà, j'ai beaucoup travaillé dans le spectacle vivant en tant qu'ingénieur du son. d'accord, Et en fait, je me suis séparé de tout ça. Donc, j'ai mis des choses en vente, il y a des choses que j'ai données. Et au fur et à mesure où mon appartement se vidait, je me sentais de plus en plus léger, quoi. d'accord, Et en fait, j'accédais à une sorte de liberté intérieure qui était assez incroyable, en fait. Et c'est pour ça que je dis, en fait, la plupart du temps, ce qui nous empêche de franchir un pas dans une direction, c'est la peur de perdre ce qu'on a. C'est pour ça que je dis, en fait, nos possessions, souvent, nous possèdent. C'est-à-dire que ça va altérer notre capacité à suivre un nouvel aiguillage qui peut être justement proposé par l'intuition. d'accord. Tu vois, écouter son intuition à un certain niveau, des fois, c'est un challenge. Oui, Tu vois, et c'est c'est vrai. ce qu'on voit aussi dans un contexte thérapeutique, quoi. Au cabinet, moi, je vois des personnes où le corps va exprimer, en fait, d'une certaine manière, pas forcément une nouvelle direction précise. Et puis, loin de moi l'idée de suggérer aux personnes de suivre une direction. C'est à eux-mêmes d'entendre le message. Bien sûr. Mais en fait, il y a des messages qui sont retentissants avec une certaine force et une certaine insistance, et ça Mm. va s'exprimer dans le corps, tu vois, Ouais, justement. bah oui, oui. Donc là, ça parle pas de l'intuition, mais ça parle de accepter, de remettre en question un système de croyance. D'accord. Donc Ouais, accepter, ouais, de remettre en question son système de croyance. Accepter que peut-être ce que je possède en termes de croyance, en fait, ne m'amène pas à vivre une réalité dans laquelle je me sens bien. Donc, ça peut demander un certain courage, un certain temps aussi pour prendre le temps que se déconstruisent dans le conscient et dans l'inconscient, en fait, toutes ces croyances qui ont tendance un peu à nous cloisonner dans un espace qu'on pourrait définir aujourd'hui comme n'étant pas forcément le plus agréable, tu vois, ouais, ouais, je vois bien. ou le plus Ouais, porteur de bien-être, quoi. d'accord. Et est-ce que, pour rester dans ce sujet-là, quand les personnes font des burn-out, des dépressions, est-ce que c'est pas aussi une alerte pour dire que voilà, il y a besoin que quelque chose change dans la vie? Oui, absolument. Alors, burn-out et dépression, ça peut être quand même différent. Enfin, ça peut être lié, hein. Quand on fait un burn-out, effectivement, le fait qu'on ait épuisé complètement les réserves énergétiques, ça peut affecter notre niveau d'énergie. Et on a besoin d'énergie justement pour garder un peu le moral, pour Oui, avoir du discernement, etc., etc. Donc forcément, le burn-out peut engendrer un état un peu de dépression. Mais les deux peuvent être décorrélés, parce que la dépression peut ne pas venir spécialement dans l'état de burn-out. La dépression peut venir d'un contexte de vie dans lequel difficile. on s'enferme un peu et puis qui nous convient plus, ou alors ça peut venir aussi, je sais pas, de blessures d'enfance ou voilà, de deuil ou de séparation. Enfin, ça peut venir quand même de plein plein de choses, quoi. D'accord. Mais je dirais que je crois que c'est tout à fait unanime aujourd'hui de partir du principe que le burn-out, souvent, c'est quand même un réajustement de trajectoire. En tout cas, un réajustement comportemental. Parce que souvent, dans un D'accord. burn-out, en fait, on a dépensé tellement, tellement, tellement d'énergie à donner dans l'extérieur pour, je sais pas, parce que, en fait, dans le fond, on a besoin d'être reconnu, on a besoin d'être vu, etc. Donc, on va se donner à 1000% dans le travail ou à 1000% pour tout le monde, sauf pour soi-même. Tu vois, Oui, donc ça va être un réajustement de trajectoire dans ce sens-là, en fait. C'est d'accord. souvent qu'on n'est plus du tout notre priorité, on ne se considère pas du tout comme la priorité dans notre vie, et donc on épuise nos ressources énergétiques, quoi. Ça, c'est D'accord. vraiment quelque chose qu'on va retrouver très, 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 très souvent, quoi. Donc D'accord. le stress, le stress, le stress, le stress, tu vois, la pression, Ouais, jusqu'à s'en oublier, jusqu'à rentrer dans une forme de un refoulement, un truc qu'on ne voit pas, ou alors du déni, on ne veut pas le voir. d'accord. Il y Ouais, a ça. vraiment des processus qui sont très, très, très puissants, quoi. Donc, le burn-out, la plupart des gens, mais
je dirais que ça va dans un très très fort pourcentage, quoi, hein. Je dirais pas 100% parce que bon, rien n'est jamais tout blanc et rien n'est jamais tout C'est noir. sûr, c'est certain. Mais je dirais bien 90% ou au-dessus de 90% des personnes qui ont fait des burn-out aujourd'hui se disent, OK, ben c'est bon, j'ai entendu le message, je vais faire maintenant différemment. Et même a posteriori, maintenant que je fais différemment, eh ben, je vis beaucoup, beaucoup mieux. D'accord. Donc Ouais, ça, ouais, je le vois vraiment comme des réajustements de trajectoire. Après, la tristesse, ça peut être aussi un peu les prémices de ça, mais ouais. c'est moins spécifique. Ça peut en C'est- découler, mais c'est moins spécifique. D'accord. Ça en est un peu de même pour les maladies. On entend souvent dire que des fois, les maladies viennent que il y a quelque chose à travailler ou à changer en nous. Et c'est une petite alerte aussi. C'est pareil. Ouais, ouais, les maladies. Alors, c'est un sujet un peu large, en fait, les maladies. Mais c'est très intéressant parce que ça montre encore comment le corps va exprimer des choses. Donc, dans les maladies, il peut y avoir l'expression d'un comportement qui aujourd'hui ne nous convient plus, d'un système de croyance qui aujourd'hui ne nous convient plus. Ça ne nous convient plus, c'est-à-dire que ça ne nous amène pas à vivre une vie qui soit en lien avec nos valeurs. Mm. Donc ça peut toucher vraiment l'individu de façon, on va dire, personnelle et individuelle. D'accord. Après, il peut y avoir des maladies qui sont des transmissions de l'arbre généalogique. C'est-à-dire qu'on peut être, nous, à notre génération, tu vois, toi, Sébastien, ou moi, Jocelyn, ou qui que ce soit, en fait, en quelque part, des révélateurs d'une mémoire d'un ancêtre de notre arbre généalogique. Tu vois, c'est-à-dire que, en fait, dans l'arbre généalogique, ce qui aurait pu être traduit en tant que maladie, en fait, notre ancêtre l'a compensé d'une certaine manière, OK. donc ne l'a pas exprimé. Et ça peut s'être exprimé dans la génération d'après, donc soit chez nos parents, soit ça a sauté une génération d'une certaine manière, et puis ça vient s'exprimer chez nous. D'accord. On est Donc dans en du kinésiologie, transgéné. justement, on peut cibler un peu ça, justement, d'où ça vient, quoi. D'accord. On est dans du transgénérationnel, on peut dire, là, à ce moment-là? Ouais, on est dans du transgénérationnel, ouais. Il peut y D'accord. avoir aussi des mémoires karmiques liées à ça. Ce sont des choses sur lesquelles je me penche un peu moins, mais il y a une véracité, effectivement, à OK. naître avec une maladie. Mais il y aura toujours une résonance dans l'arbre généalogique et potentiellement aussi une résonance avec une vie passée, quoi. D'accord. Ouais, une vie antérieure, par exemple. Et une vie antérieure, ouais. Mais c'est Justement. sûr que ça parle d'un comportement ou d'un morceau d'histoire qui n'a pas été complètement bien vécu, digéré, ou alors de quelque chose qui n'a pas été dit, exprimé émotionnellement, ou alors dans la capacité de pouvoir le dire tout simplement pour, en quelque part, sortir le nœud, quoi. Donc dire par le D'accord. verbe. OK. Et là, on tombe sur des secrets de famille, quoi. D'accord. Et ces secrets de famille, justement, tu en parles dans le livre. Tu te sers d'hypnose régressive. Ouais. Alors, l'hypnose régressive, c'est non, aujourd'hui, je m'en sers plus. Mais en fait, D'accord. dans ma quête un peu effrénée d'avoir des réponses dans plein de domaines, et puis Oui. d'expérimenter les choses, parce qu'en fait, moi, je veux bien qu'on me donne des théories, mais j'ai besoin d'expérimenter. Ouais, c'est mieux Donc, de le vivre. ouais, j'ai vécu plein d'expériences et je continue à en vivre. Et puis, des fois, j'ai l'expérience après. Mais quand on... Ouais, voilà, l'expérience de l'hypnose spirituelle de régression, je me suis formé à ça. Donc, j'ai fait des régressions moi-même. D'accord. Et OK. puis, je me suis formé pour pouvoir induire, en fait, des séances d'hypnose et pour amener des personnes, justement, à ce qu'elles connectent des moments de leur vie passée. Sauf que, en fait, ça n'a pas tenu dans le temps. J'ai préféré la kinésiologie parce que bon, je trouve que les protocoles sont un peu longs. Ça peut durer très longtemps, les séances d'hypnose spirituelle de régression, soit dans les vies antérieures, soit en entrevie. Ça peut durer autour de 3 heures et demie. D'accord. Et moi, je reconnais que ça n'a pas été mon dada. Donc, j'ai fait ça quelques années. OK. Mais ce qui est assez incroyable quand même, c'est que dans ces séances-là, en fait, on voit vraiment que, il y a une possibilité de connecter des fragments de vie passée et que dans ces choses qui sont révélées, ça a forcément un lien avec quelque chose qui est vécu dans cette vie-là. C'est pour D'accord. ça que je me dis que dans les vies passées, il y a forcément, pour moi, il y a une trame en fait. Il y a forcément quelque chose qui se joue d'une vie à une autre. Donc, il doit y avoir une sorte de logique, comme une sorte d'histoire. D'accord. Pour ça que dans le livre, en fait, c'est une proposition, hein, parce que bon,
qui connaît cette vérité, en fait, au-delà des théories. Mais j'ai tendance à penser qu'on peut avoir des cycles de vie qui nous amènent à expérimenter certains sujets, comme la foi, par exemple, ou l'amour, ou alors la richesse, ou la pauvreté, tu vois, etc., etc. En fait, D'accord. presque toutes les valeurs, d'une certaine manière, qu'on pourrait reconnaître chez un être humain, eh ben, on pourrait très bien passer plusieurs vies, justement, pour les aborder dans le panel entre pro et anti, quoi, par exemple. Ok, ouais. Donc, je pense vraiment qu'il y a une sorte de fil conducteur et qu'il y a potentiellement, en quelque part, un peu des cases à cocher d'une sorte de camembert. Tu vois, si on prend la foi, il pourrait y Ouais. avoir une vie pieuse et une vie pas pieuse du tout, quoi. Tu vois, entre pro et anti. Et puis, il y a Ok, toutes ouais. les nuances qu'il pourrait y avoir entre. D'accord. Après, pour l'amour, c'est pareil, hein, quelqu'un qui vivrait complètement intensément la haine et quelqu'un qui vivrait intensément l'amour avec toute la possibilité de vivre ça dans un panel intermédiaire et large, quoi. D'accord. Donc, je crois qu'il y a Ok. un lien. Vraiment, d'une D'accord. vie à l'autre, il y a un lien. Ouais. Ok. D'accord. Oh, c'est intéressant. Ça serait, ça, c'est un sujet, n'empêche, qui est, on va dire, presque infini. On peut toujours, comme tu disais, aller trouver d'autres questions pour avoir d'autres réponses. Ça s'arrête jamais, en fait. Ben, ouais, 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 ouais. Ben oui, d'autant plus si c'est la question qui amène la possibilité de trouver des réponses. Tu vois, si on est créateur, si Oui. une question amène à créer un champ assez incroyable de réponses, c'est sûr qu'on n'en finit pas, hein. Non, Après, si ça on c'est parle certain. d'un multivers, ouais, c'est assez gigantesque. Donc, à un Yes. moment, c'est bien d'ouvrir, et puis à un moment, c'est bien aussi de revenir dans quelque chose de concret, quoi. Oui. Et je pense que en fait, c'est ça ma quête actuelle, tu vois, enfin ma quête actuelle, disons, ce qui m'intéresse, quoi. En ce moment, c'est plutôt de ramener cette, connaissance ou cette cartographie un petit peu, tu vois, à quelque chose de concret, en fait. Dans toutes ces connaissances, qu'est-ce qui me sert aujourd'hui à faire en sorte que je sois bien dans mes baskets, quoi. Oui. À ce que je vive bien mon quotidien, à ce que voilà, je sois épanoui, heureux. Et ça ramène à. En fait, j'ai l'impression que ce chemin qui nous amène à comprendre tout un tas de choses, finalement, ça peut nous ramener à quelque chose qui est d'une humilité tout à fait incroyable. D'accord. C'est-à-dire, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour faire en sorte de vivre bien? Oui. Tout simplement, quoi, tu vois. Oui, c'est vrai, tout simplement. On peut dire ça, oui. Mais Donc, bon. dans ma quête ou dans l'énergie que je vais dépenser aujourd'hui, finalement, qu'est-ce que je vais servir? Ben, j'ai envie de servir le fait d'être bien, donc ma bonne humeur. Et là, ça rentre dans un questionnement qui est intéressant, en fait. Qu'est-ce qui me met de bonne humeur? Tu vois, qu'est-ce qui me met de bonne humeur? Quelle est la valeur qu'il y a derrière? Quelle est l'émotion? Et comment je peux faire pour la nourrir? Puis ça nous amène souvent à des choses qui sont en lien avec le partage, etc., etc. Donc on tombe après dans un monde un peu de bisounours, quoi, d'une certaine Ouais. manière. Ouais, d'une certaine façon, oui, mais voilà, c'est quand même bah, voilà, c'est une quête, en fait, de se découvrir soi-même, finalement. Ouais, se découvrir soi-même, oui, oui, c'est ça. Trouver ce qui va faire que ça va nous amener à être bien dans ses baskets au quotidien, tous les jours, et puis que ça puisse durer le plus longtemps possible, quoi. Bah, Mais comme ça nous amène à nous poser des questions sur qu'est-ce qui nous rend heureux, et que forcément en chemin, on voit en quelque part des mécanismes ou des schémas comportementaux ou des mémoires, oui, tu vois, en fait, quand on les reconnaît chez nous, on les reconnaît chez l'autre. oui, bien Et du sûr, coup, ça nous amène à être beaucoup moins dans le jugement, donc davantage dans la compassion. tout à fait. Tu vois, et c'est Oui, ça qui est assez génial, en fait. C'est pour ça que moi, j'aime bien tout ce qui est de l'ordre de cette spiritualité et de ce développement personnel. Alors, même si développement personnel, on pourrait l'entendre comme une forme de dilatation de l'ego, comme j'ai déjà entendu. Bon, on pourrait utiliser le mot dépouillement personnel, mais en tout cas, apprendre à se connaître et voir qu'il peut y avoir encore des forces qui sont à l'œuvre et qui font que de temps en temps, ben, ça peut tirer sur le fil de la colère, avoir du mal à accepter son quotidien, etc., etc. Mais en fait, quand on le voit chez soi et qu'on peut le voir chez l'autre, on est beaucoup moins dans le jugement. Et donc, on peut aborder l'autre davantage d'égal à égal. Et là, on est dans une forme de syntonisation, on est davantage dans du réseau. Ça, c'est vraiment on un est un truc, peu, quelque chose on, que je trouve chouette, on- quoi.
on est un peu le reflet de l'autre finalement, quelque part. Ben oui, ben oui, ben oui, oui, absolument. D'accord. Euh, Absolument. Là, ça pourrait nous amener loin aussi, mais c'est tout à fait ça en plus. tu parlais de colère. Voilà. Euh, à un moment donné, dans le livre, tu parles de part d'ombre. Et en alchimie, on parle de transmuter nos parts d'ombre. Voilà. Est-ce que, en fait, c'est ça qu'on a besoin de faire pour, bon, on va dire, entre guillemets, hein, mais évoluer? C'est de transmuter ces parts d'ombre pour arriver à trouver ben, la lumière, on va dire, le bon, la lumière ou le bon en nous, en fait? C'est ça le travail qu'on a à faire un peu, tu penses? Alors, je ne sais pas si on a vraiment un travail à faire. Moi, je pense que le seul truc qu'il pourrait y avoir à faire, c'est de trouver le moyen de s'accepter suffisamment pour se lâcher les baskets. Et puis, voilà, peut-être arrêter de se dire qu'il faut transmuter des trucs ou, tu vois. Bon, je ne sais pas trop répondre à cette question, en fait, parce D'accord. que l'alchimie, je trouve ça intéressant. Je trouve ça très intéressant, en fait, hein, parce que ça nous amène à une dimension ésotérique. Et l'ésotérisme, ésos, ça veut dire intérieur, et thérisme, c'est le travail. Donc, ça veut dire un travail sur soi, quoi, d'une certaine manière. Oui, Et c'est vrai que dans ce travail sur soi, bah, l'idée, c'est, pour moi, si on a un truc à faire, c'est de partir du principe déjà d'accepter qu'on n'est pas parfait. Donc, qu'on peut avoir de la colère, qu'on peut avoir de la tristesse, que des fois, bah, on est moins bon que ce qu'on aurait projeté qu'il serait bien qu'on soit, tu vois. hmm, Déjà, pouvoir avoir un constat un peu pacifié de ce terrain intérieur. d'accord. Donc, partir d'un point d'acceptation et puis de se dire, OK, aujourd'hui, en fait, ben, quelle énergie je vais nourrir? Est-ce que je nourris davantage ce qui va dans le sens de faire en sorte d'être davantage dans l'acceptation? Ou alors est-ce que je vais dépenser mon énergie pour, en quelque part, regarder mes ombres et faire absolument qu'elles décroissent? Ce qui, D'accord. selon moi, est une boulette incommensurable. Parce que, en fait, si on place notre conscience sur le côté sombre, on va lui donner de l'énergie. On va regarder que ça. Tu vois, Ok, il y a un ouais. moment, si tu dis, bon, quand je fais des émissions, je suis toujours en train de bégayer. Ou alors, il y a un mot que je répète tout le temps. Oui, Tu dis, bon, tu vas focaliser dessus. Et il y a un moment, soit tu vas le répéter plus, soit il va y avoir des espèces de blancs parce que tu vas faire en sorte de toujours l'éviter au maximum, tu vois. on est C'est comme d'accord. si, en fait, ça prenait de plus en plus de place. Oui, Donc, alchimiser les choses, oui, c'est bien. Bon, je sais pas. Pour moi, il y a quelque chose qui a plus de sens, c'est de se dire, OK, je ne suis pas parfait et la perfection n'existe pas. Mais je sais que aujourd'hui, je peux utiliser l'énergie dont je dispose dans une direction, donc dans laquelle je vais dépenser cette énergie-là, quoi. Tu vois? d'accord. Parce que, en fait, ce que je trouve intéressant, c'est que, euh, en fait, dans cette expérience où j'ai quitté la France et où je suis parti en Asie pendant 3 ans, Oui, euh, si je l'ai relaté dans le livre, en fait, c'est pas pour, c'était juste pour montrer en fait le processus qui est mis en œuvre. C'est que à un moment, là, je me suis placé dans un contexte hors de ma zone de confort. Et ça a mis en exergue effectivement le fait que j'étais pas parfait. En fait, je peux pas répondre à tout. Mais comme ça m'a placé dans une zone hors de ma zone de confort, en fait, ça a fait appel à des nouvelles ressources. Et tu vois, et c'est d'une certaine manière comme ça qu'on pourrait dire qu'il y a l'ombre qui a été transmutée, mais je ne me suis pas intéressé à l'ombre. Je me suis d'accord. plutôt challengé à me dire, OK, si je me place dans telle situation, en fait, quelles sont les ressources qui vont émerger? Moi, je préfère œuvrer dans une dimension où je me dis que forcément, s'il y a un espace dans lequel j'ai un peu peur, je ne vais pas focaliser sur la peur, parce que sinon, je vais rester derrière elle, et c'est elle qui va donner raison au fait D'accord. que je ne franchis pas le pas. Ok, ouais. Donc je me dis plutôt, OK, si j'ai peur de ça, eh ben, je vais plutôt me mettre en marche vers, et puis je vais voir comment, d'une certaine manière, la vie ou ma structure va m'amener des ressources pour le dépasser, quoi. Parce que je pense D'accord. qu'il y a pas mal de peurs qui nourrissent l'illusion du fait que ce n'est pas possible. Or, si on avance petit à petit, on s'aperçoit que, en fait, il y a un système de croyance qui peut se déconstruire et que quelques pas plus tard, on se dit, ah ben, en fait, c'était plus que possible le truc, quoi, tu vois. Ouais, oui, je comprends bien. Ouais. Tu On est vois. d'accord. Donc, je ne suis pas en train de regarder la peur en me disant, oula, il faut absolument que je la détruise, ou alors, hein, je suis plutôt en train de me dire, OK, étant donné que la vie, elle me veut du bien, enfin, moi, je pars du principe que la vie, elle nous veut du bien, quoi.
Oui, Donc je me dis, OK, si j'ai peur, pour moi, il y a un côté indicateur. Parce que c'est- j'ai peur et en même temps, il y a un truc en moi qui me dit, putain, ce serait quand même cool de le faire, tu vois. Donc dans cette d'accord. ambivalence, est-ce que je me dis, OK, bon, ouais, je reste dans mon canapé, je le fais pas parce qu'il y a la peur, ou est-ce que j'écoute la petite voix, tu vois, qui me dit, ah si, ce serait quand même cool que tu le fasses. Parce que s'il y a cette voix-là, c'est bien qu'elle n'est pas toute seule, elle est forcément avec une équipe Oui, qui va m'aider à pointer du doigt ou à faire naître des ressources, quoi. Et ça, d'accord. j'aime bien jouer avec cette idée-là, quoi. Et en Oui, je comprends. kinésiologie, c'est un truc qu'on voit justement, parce que en fait, si tu veux, quand la personne vient, c'est un peu cette petite voix qui dit, OK, il y a des peurs, mais quand même, si tu vas dans cette direction-là, tu vas voir que tu vas pouvoir nourrir un espace en toi qui va être de la fierté, quoi. Tu Ok, vas pouvoir te regarder différemment et te dire, ah bah, yes, ok, en fait, je suis content d'avoir franchi ce pas et de me voir comme je me vois aujourd'hui, quoi, parce que je peux me voir différemment. d'accord. Ça, Ok. j'adore cette idée. Non, ouais, c'est une très belle. Euh, alors, on va parler maintenant bah, de ton cœur de métier, on va dire. C'est la kinésiologie, pardon, intégrative. Est-ce que bah, tu peux nous dire ce que c'est et la différence avec la kinésiologie, on va dire, traditionnelle? Ouais. Alors, la kinésiologie, donc la kinésiologie, c'est une méthode qui a été initialement initiée, on va dire, par un chiropracteur américain qui s'appelle George Goodhart. Alors, je ne suis pas un historien de la kinésiologie, hein, Non, soyons clairs. Je trouve que c'est une pratique qui est juste géniale puisque ça permet de rentrer en relation avec le corps. Mais quand on parle de rentrer en relation avec le corps, on parle de rentrer en relation avec le conscient, le subconscient et l'inconscient. Ça, c'est d'un point de vue psychologique et psychanalytique. Et c'est un peu le regard de la kinésiologie. Moi, j'aime partir du principe que quand on rentre en relation avec le corps, en fait, c'est comme si on rentrait en relation avec la lumière ou avec l'âme. Et la spécificité de la kinésiologie intégrative, c'est que on va ouvrir la séance en passant par les fascias. Et pour moi, les fascias nous amènent au système nerveux autonome, donc vraiment au message prioritaire de la priorité de la priorité. C'est au-delà de la volonté, c'est vraiment quelque chose qui est en lien, en quelque part, avec notre chemin de vie, quoi, avec notre âme, avec notre dimension hypersensible. d'accord, Tu vois? Donc ça, c'est la spécificité de la kinésiologie intégrative, c'est que les fascias sont écoutés en priorité et considérés comme l'âme de la personne. d'accord. Et après, des spécificités, ben, il y en a plein en fait. Moi, je me suis formé en kinésiologie avancée et neurologie fonctionnelle, en kinésiologie enfin, en plein de types de kinésiologie pour avoir la grille de lecture la plus large possible. Et donc, on va D'accord. prêter une attention tout à fait particulière sur le cerveau, sur le système nerveux central, autonome, etc., sur les points réflexes. Enfin, forcément Ok. qu'il y a une approche qui est proposée par la kinésiologie classique qui est tout à fait respectée, parce qu'on ne va pas Bien sûr. réinventer le fil à couper le beurre, comme on dit. Donc, on reste toujours en lien avec le principe des méridiens sur lequel s'appuie la kinésiologie, qui a été D'accord. développée par la médecine traditionnelle chinoise, donc les Ok. 5 éléments fonctionnels, etc., etc. C'est toute une architecture subtile, énergétique, assez complexe, mais facile à restituer, hein, puisque je forme à la kinésiologie intégrative. D'accord. Donc, j'ai fait en sorte de simplifier au maximum les choses, sans pour autant rentrer dans quelque chose de simpliste. Ça, je tiens à faire la différence parce que ce n'est pas pour autant simpliste, mais c'est abordé de façon ludique et simplifiée. D'accord. Donc voilà, la kinésiologie, juste pour revenir sur la genèse, en fait, c'est un chiropracteur. Ce chiropracteur-là, il s'est aperçu que lorsqu'il manipulait ses patients, donc ça devait être une personne assez bavarde, quand il parlait avec ses patients, donc il a les doigts sur le corps, hein, donc un chiropracteur va majoritairement travailler sur la dimension articulaire, hein, et souvent Oui. ils font un peu craquer. Mais il s'est aperçu que quand il travaillait sur ses patients et lorsqu'il communiquait avec eux, et que les patients parlaient d'un sujet pour lesquels dans leur vie c'était fluide, eh bien, il y avait un certain tonus musculaire. Et lorsqu'ils abordaient un sujet de leur vie pour lequel bah, c'était beaucoup moins fluide, il y avait un relâchement du tonus. D'accord. Et de fil en aiguille, en fait, il a poussé le bouchon. Et puis, bon, il y a d'autres. Il y a d'autres médecins, des scientifiques, etc., qui se sont greffés sur l'idée pour mettre au point en fait ce principe
euh, on va dire, de communication cybernétique entre le cerveau et les muscles pour comprendre en fait que quand il y a un relâchement du test musculaire, enfin du muscle, ça veut Ok. dire que le cerveau est en stress pour répondre à la demande D'accord. d'adaptation sollicitée par le muscle. Bon, c'est un petit peu complexe, mais voilà. Mais avant le chiropracteur, j'ai ouï dire par des profs kinésiologues que en fait, c'était déjà des dentistes posturaux qui utilisaient le principe du tonus musculaire pour adapter justement en fait, ces prothèses dentaires. D'accord. Donc, depuis les années 60, ben, ça a cheminé. Aujourd'hui, on est en 2025. Il y a plein d'écoles qui forment à la kinésiologie que Oui. j'appelle classique. J'ai l'impression que toutes ont un petit peu leur couleur. Moi, je propose la formation en kinésiologie intégrative, donc qui va passer par les fascias pour nous donner accès directement à la mémoire qui est prioritaire, quoi. Donc, c'est un outil que j'adore et qui nous amène au-delà de l'outil à Ok. une compréhension de comment on fonctionne, quoi, de notre structure profonde et puis de comment on se développe et qu'est-ce qui dépend de l'équilibre psycho-émotionnel, énergétique et physique pour maintenir une qualité de vie en fait qui nous amène à vivre bien au quotidien en fait. C'est tout simplement ça quoi. D'accord. Ouais, c'est intéressant, ça. On a envie d'en Ça va, savoir. c'était assez clair ma réponse? Ah oui, oui, très, très. Ouais, ça, pour moi j'ai compris. Alors, je pense que les personnes aussi. Juste, tu parles de fascia. Est-ce que tu peux dire exactement qu'est-ce que tu entends par là? Comme ça, peut-être s'il y a des personnes qui n'ont pas compris. Ouais, ouais. Alors les fascias, bon, on entend parler de plus en plus, hein, vraiment, et ça, je crois que c'est en ce moment, je dirais que ça a le vent en poupe et c'est pas pour rien. En fait, les fascias, c'est une forme de. Quand on visualise le fascia, c'est un petit peu comme une sorte de toile d'araignée gélatineuse, parce que c'est plein de collagène. Donc forcément, voilà. C'est quand on regarde au microscope, celui qui nous a permis de le voir au microscope, c'est le docteur Guimberto, justement. Si vous allez sur YouTube, vous allez pouvoir des vidéos qui mettent en évidence les fascias. C'est justement dû à la technologie, hein, les micro-caméras qu'il a pu glisser sous la peau, et on peut voir un petit peu le glissement de ces tissus. Donc nous, ce qu'on va tester, c'est justement l'élasticité du tissu ou la perte d'élasticité de ces tissus-là, enfin de ces fascias. Donc les fascias, jusqu'à il n'y a pas très très longtemps, en fait, quand en chirurgie il y avait une opération, c'était donc cette petite toile d'araignée d'une certaine manière qui était considérée comme quelque chose qui n'était pas porteur d'informations, inutile d'une certaine manière. Donc c'était mis à la Oui. poubelle. Et en fait, ça fait bah, quelques années maintenant, hein, quand même. Je ne saurais pas dire depuis combien de temps, mais qu'on découvre qu'en fait, ces fascias sont porteurs d'informations considérables. Pourquoi? Parce qu'ils sont en lien avec tout dans l'organisme. Ils sont en lien avec tout dans l'organisme. C'est-à-dire qu'ils englobent tous les organes, tous les os, tous les ligaments, le cerveau, etc. Ils sont présents absolument partout dans le corps. D'accord. Donc, en fait, ils sont au courant de tout ce qui se passe partout dans le corps. Et ils véhiculent des informations qui sont en kinésiologie intégrative, en tout cas d'une importance absolument majeure. Vu que je le redis, en fait, c'est comme si cet organe, enfin, je dis cet organe, c'est pas un organe, mais ça a été relégué au rang d'organe. C'est pour D'accord. montrer comment, en passant de la poubelle jusqu'au rang d'organe, on est en train de se dire, OK, en fait, il y a plein d'informations, c'est hyper important en fait de s'intéresser au fascia, quoi. Donc en kinésiologie intégrative, en passant par le fascia, on part du principe qu'on accède à des couches qui sont tellement profondes Oui. qu'on bypass en quelque part le mental qui a envie d'avoir raison et puis plein de schémas comportementaux, quoi. C'est pour ça que je dis qu'on accède en quelque part à l'âme et au cœur. Tu vois, parce que la plupart du temps, en fait, il y a la personnalité, les croyances, les schémas comportementaux et l'âme. Et Oui. bon, bien souvent, elles manquent un peu de congruence, quoi. Donc l'idée, c'est de faire en sorte qu'elles se remettent le plus possible en unité. D'accord. Et donc le fascia nous permet d'accéder à cette forme de justesse, à cette forme de justesse-là. D'accord. Et à un moment donné, tu parles dans la kinésiologie enfin, tu compares le cerveau à un disque dur qui buggerait.
ça m'a un peu interpellé. Et tu parles comme si c'était un peu un ordinateur, en fait. Et est-ce que, ben, justement, en restant, on va dire, dans le domaine un petit peu informatique, est-ce qu'on peut ben, redémarrer ou rebooter le cerveau, justement, quand, par exemple, il y a trop d'informations, par exemple? Oui, oui, bah, oui, 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 absolument. Absolument. Et l'idée de la kinésiologie intégrative, bon, et de la kinésiologie classique aussi, hein, Oui, c'est de faire en sorte justement de rétablir une bonne communication entre le cerveau et le corps. On va pouvoir travailler sur des fonctions cérébrales, on va pouvoir travailler sur des schémas de fonctions cérébrales, sur des peurs, sur des intelligences. On va travailler sur la capacité du cerveau de fonctionner de manière équilibrée entre l'hémisphère gauche et l'hémisphère droit. Parce qu'entre ces deux hémisphères, il y a un espace qu'on appelle le corps calleux. En fait, le corps calleux, c'est en quelque part par le corps calleux que les signaux électriques en fait transitent entre l'hémisphère gauche et l'hémisphère droit. L'hémisphère gauche, on part du principe, bon, alors c'est quand même juste simplifier ce que je vais dire, mais bon, oui, oui, grosso modo, on part du principe que l'hémisphère gauche, c'est la dimension analytique. Et l'hémisphère droit, c'est la dimension plus intuitive. Donc le gauche, ça va être les questions, le droit, ça va être les réponses. Bon, c'est quand même très simplifié ce que je dis, hein. oui, mais Mais le corps calleux qui fait le lien entre les deux, on comprend que, en fait, si on fonctionne majoritairement avec l'hémisphère gauche, parce qu'on se met beaucoup la pression, parce qu'on a beaucoup de stress. En fait, il n'y a plus le lien qui se fait de manière optimale avec l'hémisphère droit. Et donc, en fait, on ne connecte plus vraiment les réponses, ou on n'a plus vraiment de clarté d'esprit. Tu vois, ça alterne notre oui, capacité à avoir de clarté d'esprit, à avoir une possibilité de comprendre les choses de manière un peu différente. C'est un petit peu comme si on était englué dans une forme de raisonnement, quoi, d'une certaine manière. Donc d'accord. ça, on va prêter une attention toujours très particulière justement sur le cerveau, à s'assurer qu'il fonctionne bien de façon optimale, de façon bilatérale. Puis ensuite, on va aller écouter un peu les mémoires justement qui peuvent être venues aussi perturber certaines fonctions cérébrales, quoi. D'accord, d'accord. Voilà. Euh, Tu dis aussi, enfin, tu demandes l'autorisation avant, à chaque fois, et même à l'inconscient. Euh, comment, euh, comment tu obtiens la réponse, on va dire, de l'inconscient? Enfin, Ben, par le test, en fait, par le test, parce que c'est-à-dire que quand on utilise le test, bon, donc soit les fascias, soit le test neuromusculaire, en fait, forcément que en début de séance, on va toujours demander la permission de travailler, quoi. ok, Parce que la personne, elle vient, mais il pourrait y avoir quelque chose qui fait qu'elle n'a pas forcément la permission qu'on vienne dans sa structure pour chambouler des choses, quoi. Donc, il peut y avoir plusieurs raisons à ça, hein. Il peut y avoir la personne, elle n'a pas suffisamment d'énergie euh, pour, euh, pour que son système se remette en mouvement. Donc, ça peut demander d'attendre 2, 3 jours, la semaine d'après ou 2 semaines, ou ça peut demander justement qu'elle aille voir un acupuncteur, tu vois, pour qu'il passe, lui, par le système des méridiens pour refaire circuler l'énergie suffisamment de telle manière à ce d'accord. que nous, on passe après, quoi. Ok, d'accord. Tu vois, donc la permission, elle est à deux niveaux, parce que forcément, que c'est la personne, elle vient au cabinet, on est d'accord que forcément, elle avait envie qu'on fasse la séance. Mais, Oui, mais comme on accède à quelque chose qui est au-delà du mental, au-delà du conscient, on va s'assurer que dans cet espace qu'on ne voit pas, en fait, on ait bien la permission et que, en quelque part, le, le- le chemin soit libre pour qu'on puisse aller déloger ce qui a à être délogé. Enfin, refaire circuler l'énergie, quoi. d'accord, d'accord. Et, alors, qu'est-ce qu'on peut attendre d'une thérapie avec toi? Quand ben, ton patient vient, qu'est-ce que, comment dire? Qu'est-ce qu'il attend, ouais, tout simplement, de cette thérapie avec toi, de la consultation? Ben, ça dépend un peu des personnes, hein, ça dépend des cas, mais je pense qu'on peut faire converger toutes les demandes au fait d'être en paix avec soi, D'accord.
de connecter la sérénité, de connecter le calme, d'avoir davantage confiance en soi et davantage foi en la vie. Alors ça, c'est vraiment de façon... Je pense que ce sont des propos qui parlent à tous. Parce que j'aime bien cette idée que on est tous des rayons qui mènent au même soleil. Et en fait, le centre de ce soleil, c'est un peu ça. On a tous envie de sentir bien notre quotidien, sentir bien avec toutes les personnes qu'on croise. Tu vois, ne pas se limiter dans le mouvement ou dans l'expression de qui l'on est par peur de ce que pourraient nous renvoyer les autres. Parce que la plupart du temps, c'est ça qui nous bride, quoi. On se Ouais, dit, c'est vrai. voilà, si je dis ça ou j'ai ce comportement, comment l'autre va me regarder, comment il va me considérer. Oui, c'est tout à Et fait comme ça. on accorde beaucoup, beaucoup, beaucoup d'importance à ce que l'extérieur nous renvoie, c'est pour ça que j'ai mis dans le livre. En fait, on n'a pas peur du regard des autres, on a peur de leur donner raison. Ouais, c'est vrai. Et en fait, voilà, donc l'idée, c'est, je pense que de tout acte thérapeutique, c'est de revenir dans un espace qui est le nôtre, pouvoir vivre dans notre vie en exprimant qui l'on est, ce que l'on est, c'est-à-dire nos émotions, nos pensées, être en congruence avec nos valeurs et prêter le moins possible d'importance à ce que l'autre peut nous renvoyer, dans le sens où on n'a pas à s'identifier à ce que l'autre nous renvoie. Parce que sinon, on est encore une fois en train de se tordre. Et bon, déjà qu'on a tendance à pas bien se connaître, si en plus de ça, ce que l'on est dépend de ce que Pierre, Paul et Jacques renvoient, de ce qu'on a mis en action, qui déjà n'était Oui. qu'un fragment de ce... Bah, tu vois, il y a un moment où Ouais, on s'y ouais, perd, quoi. ouais, Donc l'idée, c'est complètement. vraiment ça. En fait, pour moi, je pense à une phrase de Paolo Coelho que je connais pas en entier là tout de suite, mais qui parle de vivre sa légende personnelle. Et moi, je parle de vivre sa vérité personnelle, en fait. Donc l'idée, voilà, c'est vraiment ça. Donc de pacifier un peu les mémoires du passé de telle manière à être suffisamment bien dans ses baskets pour pouvoir se dire, OK, en fait, j'accepte qui je suis, j'accepte ce que je suis. J'accepte d'avoir des élans de colère, j'accepte d'avoir des élans de tristesse, j'accepte de ne pas être parfait, j'accepte... Voilà, déjà, ce terrain d'acceptation, vraiment, il fait qu'on se lâche la grappe. Et à partir du moment où on se lâche la grappe, il y a quelque chose qui devient vachement plus facile, en fait, à dénouer et à dérouler, quoi. Donc après, les cas de figure, il y en a plein, hein. Il y a des personnes qui viennent parce que dans le nœud, il va y avoir des expériences diverses et variées, hein, des séparations, des deuils. Il peut y avoir, et ça, il y en a quand même pas mal, des vécus d'attouchement, tu vois, voilà, des viols. Il peut y avoir des personnes qui ont vécu beaucoup de violences psychologiques. Il peut y avoir, voilà, donc des choses fortes. Et puis, il peut y avoir des choses qui sont pas moins fortes. C'est juste que c'est géré différemment, mais des personnes qui viennent en se disant, mais j'ai vraiment l'impression que la vie que je vis en ce moment, c'est-à-dire que j'ai construit jusqu'à présent, ne me convient pas. D'accord. Tu vois, donc il y a une sorte de prise de conscience où, en fait, il y a besoin qu'il y ait des masques qui tombent et que la personne reconnaisse un petit peu quelle est son unicité, quoi, d'une certaine manière. D'accord. Donc ça peut prendre vraiment plein d'axes, quoi. Mais le centre, l'épicentre, c'est vraiment pour moi de vivre sa vérité personnelle et de se couper du regard de l'autre et de partir du principe que on est parfait tel que l'on est, que tout est en soi, que tout part de soi, et voilà, de se lâcher la grappe, et puis ensuite de se donner le temps de déconstruire ses croyances, de travailler sur ses émotions un peu refoulées, travailler sur ces différentes mémoires qui se présentent en séance pour que le discernement, qui est une forme de prise de conscience inhérente à chaque individu, en fait, puisse émerger et que la personne se sente en mesure de poser des choix en conscience. Voilà. D'accord. Ok. Ben, ça donne envie quand même d'aller faire une séance avec toi pour essayer de se connaître un peu mieux. Et alors, je vais montrer ton site internet où on peut avoir plein d'informations sur ce que tu fais pour prendre contact avec toi aussi. Donc, Ouais, kinésiologie, je vais y arriver, pardon, intégrative, avec rendez-vous en cabinet. Tu fais aussi des formations. ouais, la formation en kinésiologie intégrative qui commence en septembre, qui est donc sur 10 mois, 21 jours. C'est donc 10 fois 2 jours
hormis le premier stage, qui est un stage de 3 jours, parce que c'est quand même on va dire, c'est là où il y a la passation du test neuromusculaire et puis des fascias. C'est quand même un gros bout de la formation. Et Ok, puis au mois d'octobre, il y a un stage que je donne une seule fois dans l'année, qui est sur le clair ressenti. d'accord. Donc pour apprendre à communiquer avec l'invisible, c'est-à-dire à tester l'énergie, donc tester son énergie et puis utiliser son biochamp pour tester en fait les différentes choses qui sont favorables pour nous au quotidien, donc c'est-à-dire un complément alimentaire, une pierre, en fait plein de choses quoi. Et par ce procédé-là, au cours de ce stage de 3 jours, qui convient très bien, en 3 jours c'est largement faisable, on apprend à communiquer avec son ange gardien. Parce que, bon, on parle beaucoup de kinésiologie, moi je parle de lumière, d'âme, etc. Mais l'ange gardien, je ne sais pas comment dire, mais c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Et par le clair ressenti, on peut vraiment apprendre, selon un procédé hyper simple à mettre en place, à communiquer avec son ange gardien. Donc c'est D'accord. un outil, moi, que je trouve juste génial et que je transmets sur 3 jours, une seule fois dans l'année. Et là, le prochain, c'est au mois d'octobre. Ok. Et pour les personnes qui voudraient avoir un rendez-vous avec toi, c'est en cabinet? Ouais, 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 ouais. Il suffit d'aller sur kinésiologiemontpellier.com D'accord, voilà. et puis voilà, de suivre les liens et puis vous verrez que vous pouvez prendre rendez-vous hyper facilement. Vous accédez à l'agenda, vous choisissez votre cabinet parce qu'il y en a deux et Voilà. puis voilà. Ok. On peut te retrouver aussi sur tes chaînes YouTube. Absolument. Alors, Jocelyn Huet, kinésiologie intégrative Ouais. et énergie positive. Et énergie positive, ouais. Alors D'accord. je pense que dans les personnes qui auront visionné cette vidéo, il y en a plusieurs qui, enfin peut-être, hein, qu'il y en aura certains hein, s'ils se disent, tiens, mais j'ai l'impression de l'avoir déjà vu. C'est sur Énergie Positive Média, donc l'émission Énergie Positive. Voilà, et puis donc l'autre chaîne que j'ai pas alimentée depuis un petit moment, mais que je vais réalimenter, parce que là, j'ai vraiment à cœur de parler de la kinésiologie intégrative, de la faire connaître, de la faire découvrir auprès du grand public, puisque je crois que c'est un outil qui est juste génial, mais aussi auprès des thérapeutes, hein, parce que je pense qu'il y a des ostéopathes qui s'intéressent à la kinésiologie intégrative, il y a même D'accord. à la kinésiologie tout court, hein, mais la kinésiologie intégrative pour les ostéopathes, je crois que c'est un truc qui pourrait être tout à fait complémentaire et qui pourrait faire office d'une ouverture non négligeable. Donc je pense aussi qu'à terme, potentiellement, je proposerai je ne sais pas, il faut que je réfléchisse, mais un ou deux modules peut-être de l'utilisation du test neuromusculaire et de la lecture des fascias, justement spécifiques à ceux qui travaillent déjà par le corps, en l'occurrence les ostéopathes. D'accord. Et Voilà tu mon es, univers. et tu es l'auteur du livre Un autre regard sur soi aux Exactement. éditions Guy Daniel. Guy Daniel, oui. Voilà. Vous pouvez retrouver le lien dans la description en dessous de la vidéo. En tout cas, Jocelyn, sincèrement, je te remercie beaucoup d'avoir accepté mon invitation. On apprend plein de choses, c'est vraiment très très intéressant. Alors, est-ce que tu voudrais dire le mot de la fin pour les personnes qui nous regardent? Oui, bien sûr, avec plaisir. Alors Sébastien, c'est moi qui te remercie pour l'invitation, parce que j'ai été touché, honoré. D'être Merci. sollicité pour parler du livre parce que bah, ça a été une belle aventure. Et puis la kinésiologie intégrative, en tout cas tout ce que ça touche, parce que je suis pas vraiment du genre à mettre un outil sur un piédestal, mais en tout cas tous les espaces de l'humain qui sont mis en exergue, je trouve ça juste fabuleux parce que ça nous amène vraiment à une humilité. Et l'humilité, c'est la terre-mère, c'est l'humus. Donc c'est à partir du moment où on va déposer tout ça que ça va pouvoir refleurir d'une certaine manière. On pourrait, on pourrait dire que c'est peut-être ça, en fait, la transmutation alchimique dont tu parlais tout à l'heure, Sébastien. Mais voilà, heureux toujours de parler de cet univers-là. Et puis, avant le mot de la fin, j'aimerais encourager les personnes qui ont visionné cette vidéo jusqu'à la fin, déjà vous remercier pour ça et vous inviter à vous abonner sur la chaîne de Sébastien, C'est gentil. à faire connaître, à partager les vidéos, à mettre un like et un commentaire, parce qu'en fait c'est vraiment, c'est peut-être c'est peut-être pas grand-chose pour vous, mais c'est d'une grande aide pour une chaîne. On est d'accord, Et ouais. je sais que ce qu'on ne voit pas, c'est qu'il y a beaucoup de travail derrière.
Ça, vraiment, ça Ouais. ne se voit pas du tout, mais il y a Non, énormément de travail derrière, la prise de contact, etc. Donc, vraiment, pour tout ça, Sébastien, merci, parce que ça fait vraiment partie de l'air du temps, hein, partager autour de la conscience, de l'ouverture d'esprit, du lien, du partage, etc., etc. Donc, j'ai envie de dire merci, et puis bienvenue aussi dans cet univers du réseau, quoi. merci. Et je voudrais aussi mentionner ta compagne aussi, donc Merci. qui est impliquée dans le projet, qui fait la com Oui. sur les réseaux sociaux. Tu as vu, je dis tout ce que tu dis pas, mais Oui. je trouve ça génial en fait l'équipe que vous faites à tous les deux Bah, c'est et j'ai gentil. envie de le Merci souligner pour quoi, elle. parce que c'est énorme. Bah, Donc merci pour bravo à elle. tous les deux. Et puis pour le mot de la fin, bah, je dirais juste que je vous souhaite à tous de bien vous porter. Je vous souhaite à tous de déconstruire toutes les croyances limitantes qui tendent à dire, je sais pas, je mérite pas, c'est dur, etc., etc., etc. Déconstruisons les croyances limitantes et puis vivons le mieux possible notre vie au quotidien. Essayons d'être dans l'amour, essayons d'accepter qui l'on est, ce que l'on est, là où l'on en est. Et puis regardons autour dès qu'il y a des choses qui coincent, parce qu'on s'aperçoit qu'il y a plein de, il y a plein de moyens vraiment d'orienter notre conscience vers quelque chose qui est constructif. Et moi, c'est vraiment ça que j'ai envie de faire et que je fais à mon échelle tous les jours. Alors, il y a des jours, c'est moins facile que d'autres, hein, mais en tout cas, ça reste dans mon état d'esprit, en fait. Comment je vais pouvoir, qu'est-ce que je vais servir aujourd'hui dans mon quotidien qui va faire grandir en moi le bien-être. Voilà, D'accord. le mot de la fin. Bon, ben, Merci Sébastien, merci à tous. merci Jocelyn. Passe une très bonne journée. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bonne journée. Au revoir.